Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 29 avril, je vous propose tout d'abord de revenir sur la présence de troupes nord-coréennes sur le front russo-ukrainien, présence qui a fini par être confirmée par les autorités russes et nord-coréennes. On s'intéressera aussi à la visite du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba au Vietnam dans le but de renforcer les relations commerciales bilatérales dans un contexte d'incertitude économique due aux droits de douane américains. Nous évoquerons aussi la réaction de la Chine face à ces droits de douane alors qu'on ne sait toujours pas si des discussions bilatérales sont oui ou non en cours avec Washington. Et nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique dans l'océan Pacifique avec un décret du président américain Donald Trump qui pourrait avoir de graves conséquences environnementales et qui pourrait ouvrir la voie à un contournement par les entreprises et les pays du droit international en matière d'exploration et d'exploitation des fonds marins. La Russie a confirmé pour la première fois la présence de troupes nord-coréennes aux côtés des forces russes sur le front russo-ukrainien, environ 6 mois après l'envoi des premiers soldats nord-coréens en Russie. C'est dans une vidéo postée sur le site du Kremlin, la vidéo d'un entretien entre le président russe Vladimir Poutine et le chef d'état-major des forces armées russes Valery Gerasimov, qu'a été évoquée, je cite, « l'aide significative de soldats et d'officiers de l'armée du peuple coréen, le professionnalisme, le courage et l'héroïsme de ces soldats qui ont, je cite, repoussé l'invasion ukrainienne, mettant en avant un récit qui vient complètement renverser les faits sur le terrain. » Selon les estimations des renseignements sud-coréens, qui surveillent de près les activités militaires de leurs voisins du Nord, ce sont environ 14 000 soldats nord-coréens qui auraient été envoyés depuis le mois d'octobre 2024 pour aider les forces russes dans leur invasion de l'Ukraine, qui a officiellement débuté le 24 février 2022. Ce soutien s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé en juin 2024 à Pyongyang entre Vladimir Poutine et son homologue nord-coréen Kim Jong-un, les deux dirigeants s'engageant à apporter sans attendre de l'aide militaire à leurs partenaires dans le cas où l'un des deux pays serait attaqué. Et hier, c'était au tour des autorités nord-coréennes de confirmer le déploiement de ces troupes en Russie. Un communiqué écrit signé dimanche par la Commission centrale militaire du Parti du travail de Corée a ensuite été distribué à la Korean Central News Agency et au Rodon Sinmun, média du parti nord-coréen. On peut y lire que les soldats nord-coréens ont participé, je cite, à l'opération de libération de la région de Koursk et sont la fierté de notre État et le plus grand honneur de notre peuple. Le président russe Vladimir Poutine lui-même a ensuite publié un communiqué le même jour, saluant, je cite, l'héroïsme, la formation et le dévouement au combat des soldats nord-coréens aux côtés des soldats russes. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba est arrivé dimanche au Vietnam dans le cadre d'une visite accordant la priorité au commerce, à la défense et à la prévention des catastrophes. Le premier sujet était le commerce dans un contexte d'incertitude pour l'économie mondiale après l'annonce de nouveaux droits de douane américains touchant notamment le Japon et le Vietnam. Les premiers ministres des deux pays se sont mis d'accord pour maintenir entre eux le régime de libre-échange bilatéral, plaidant également pour le maintien d'un ordre international libre et ouvert basé sur l'état de droit. Shigeru Ishiba a également visité la filiale de Canon au Vietnam dans le parc industriel de Thang Long à Hanoï. En matière de défense et de sécurité, les deux premiers ministres ont acté, selon le quotidien japonais Asahi Shimbun, un accord général dans le domaine de la sécurité, dans le cadre duquel le Japon pourra fournir gratuitement à son partenaire vietnamien une aide en matière de défense ainsi que des équipements au Vietnam, qui peine à maintenir ses positions territoriales en mer de Chine méridionale face à une marine chinoise de plus en plus assertive. Le Premier ministre doit quitter le Vietnam aujourd'hui pour se rendre ensuite aux Philippines. Notons que Shigeru Ishiba s'est déjà rendu en Asie du Sud-Est en janvier dernier. Le chef du gouvernement japonais avait alors choisi la Malaisie pour son premier déplacement à l'étranger après son entrée en fonction en octobre 2024. Il avait alors déclaré lors de sa rencontre avec son homologue malaisien Anwar Ibrahim
que le renforcement de la coopération entre le Japon et l'Asie du Sud-Est serait une des plus grandes priorités de son gouvernement. Le président chinois Xi Jinping a annoncé la semaine dernière un plan pour contrer l'impact des droits de douane américains sur l'économie chinoise dans un contexte d'opacité sur les éventuelles discussions bilatérales. Xi Jinping a présidé vendredi une réunion du Politburo organisée, je cite, pour analyser et étudier la situation économique, avec au premier plan des discussions, les mesures macroéconomiques à prendre pour lutter contre le chômage des jeunes, la crise de l'immobilier ou encore les difficultés des entreprises impactées par les droits de douane américains annoncés plus tôt dans le mois par le président Donald Trump. Les produits chinois exportés aux États-Unis sont ainsi taxés à 145% contre 125% pour les produits américains exportés en Chine, après les contre-mesures prises en réaction par Pékin, même si les États-Unis ont déjà accordé des exceptions pour les smartphones et les ordinateurs portables. Le Politburo a ainsi proposé une série d'aides pour aider les citoyens et les entreprises chinois, avec notamment l'augmentation des salaires des travailleurs à faible et à moyen revenu, des mesures pour stimuler la consommation ou encore des aides aux entreprises. Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, il a été souligné, je cite, que l'économie du pays montrait des signes d'amélioration cette année, mais que la base d'une reprise économique durable restait à consolider et que le pays était de plus en plus exposé à l'impact croissant des chocs extérieurs. Parmi les mesures clés promues lors de la réunion ont été mentionnées, je cite encore, l'accélération de l'émission des obligations spéciales des gouvernements locaux et des emprunts d'État à très long terme, la baisse à temps du ratio de réserve obligataire et des taux d'intérêt afin de maintenir une liquidité monétaire abondante. Notons que la réunion s'est tenue dans un contexte particulier, alors que le président américain Donald Trump a d'abord affirmé en début de semaine que le président chinois Xi Jinping l'avait appelé, ce que la diplomatie chinoise a nié jeudi dernier. Trump a ensuite déclaré le même jour que les deux pays étaient en train de négocier, une déclaration également réfutée par la diplomatie chinoise le lendemain. L'agence de presse chinoise Xinhua a indiqué lundi que le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi avait, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS à Rio de Janeiro, accusé les États-Unis, je cite, de poursuivre l'unilatéralisme et de donner la priorité à leur propre pays, plaçant leurs propres intérêts au-dessus des intérêts publics internationaux. Wang Yi a aussi déploré le fait qu'après avoir longtemps tiré d'énormes avantages du libre-échange, je cite, les États-Unis utilisaient désormais les droits de douane comme levier pour extorquer des exigences exorbitantes aux autres pays, ajoutant enfin, je cite encore, que le choix de rester silencieux et de faire des compromis ne ferait qu'enhardir les intimidateurs à aller encore plus loin. Le président américain Donald Trump a signé jeudi dernier un décret visant à permettre l'extraction minière sous-marine, y compris dans les eaux internationales, allant à l'encontre des règles de droit international et de l'Autorité internationale des fonds marins qui régule les activités en haute mer où les pays ne sont pas compétents. Selon le décret, le secrétaire au commerce des États-Unis doit accélérer la délivrance de permis d'exploration et d'extraction à des entreprises d'exploration telles que The Metal Company, une entreprise canadienne qu'on avait déjà évoquée dans cette émission il y a quelques semaines et qui a réagi au décret en saluant le retour du leadership américain. L'agence France Presse a cité un haut responsable qui a indiqué que Washington prévoyait l'extraction d'1 milliard de tonnes de minerais en 10 ans, 100 000 emplois et 300 milliards de dollars de PIB. Mais la signature a été décriée par les associations de protection de l'environnement qui déplorent que les États-Unis ouvrent ainsi la voie pour d'autres pays à imiter les États-Unis en bafouant le droit international. Les ONG expliquent que le texte met en danger des écosystèmes marins fragiles et encore très méconnus des scientifiques, rendant ainsi très difficile l'évaluation de l'impact environnemental d'une telle extraction. Notons que ce qui intéresse l'industrie dans ces fonds marins, ce sont les nodules polymétalliques, des sortes de boules de la taille de pommes de terre, qui sont riches en cobalt, en manganèse ou encore en cuivre, des minerais stratégiques pour l'industrie et qui sont notamment utilisés dans les batteries électriques. Le président américain a également signé le 17 avril un décret ouvrant à la pêche commerciale une grande réserve marine établie en 2009 dans le Pacifique sous l'administration Obama.
Le média néo-zélandais Radio New Zealand a cité Floyd Maska, un responsable du Bureau de l'environnement des îles Mariannes du Nord, qui a expliqué que l'ouverture de la zone menaçait des écosystèmes fragiles, des espèces en danger et perturbait la reproduction et la migration des poissons, tout en exposant la zone à la surpêche et en affectant la réputation des États-Unis dans les efforts de conservation. Mais la réouverture de la zone à la pêche était attendue par le gouverneur des îles Mariannes du Nord, Arnold Palacios, et par le secteur de la pêche, puisque cette zone protégée est une des plus productives, notamment pour la pêche au thon. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.